Chers amis, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Marie-Julia Guittier pour parler d'un sujet peu banal. Autant on a l'habitude d'entendre évoquer les notions de mort imminente, les fameuses EMI, qui apparemment, on le sait, ont concerné des millions de personnes, hein, les témoignages sont innombrables. Mais Marie-Julia Guittier a eu la belle inspiration de se demander qu'en était-il de l'âme des bébés? Était-il possible de communiquer avec eux avant qu'ils arrivent? Et ça donnait ce livre fort intéressant, Expérience de naissance imminente, hein. Alors il est loin, je pense, le temps où on pensait que les bébés n'étaient qu'une mécanique quelque part, hein, C'est pas si loin, c'est hein. loin et c'est pas loin à la fois, mais Oui, les travaux du docteur Martineau, le documentaire Le bébé est une personne, qui avait été un peu une déflagration quand même dans le monde professionnel de la naissance, c'est pas si loin finalement, ça fait 50 ans. et Et maintenant, tout le monde, enfin, personne n'oserait dire que le bébé n'est pas une petite personne. voilà. Tout le monde est d'accord qu'il a des sensations physiques, qu'il ressent la douleur, qu'il a des émotions. Et il y a 50 ans, 60 ans en arrière, c'était pas évident. Mais Et aujourd'hui, on est peut-être prêt à faire un pas de plus et se dire si le bébé est une personne, qu'est-ce que c'est une personne? voilà, mais à vous lire, c'est aussi une âme, hein. Et donc, de toute façon, je pense que maintenant, sans risquer de se ridiculiser, on ne peut pas rester, s'en rester à l'idée que l'âme est localisée, hein, que Bon, alors, beaucoup de personnes pensent encore que l'âme est localisée, hein. oui, C'est les mais gens qui vivent dans ce pourra-t-on rester avec paradigme. cette idée très longtemps? Il y a tellement maintenant de travaux qui démontrent le contraire, hein? C'est vrai, mais malgré tout, il reste beaucoup de personnes qui vivent dans ce paradigme matérialiste qui veut que tout soit matière, tout soit phénomène physique, biologique, biochimique du corps à l'intérieur du corps humain et qui n'intègre pas l'existence d'une conscience délocalisée à l'extérieur du Voilà, cerveau. ils réduisent la conscience à la vie du cerveau. Bon, alors donc vous nous proposez pour le coup un autre paradigme, hein. Donc tout ce travail que vous avez fait sur les bébés, entre guillemets, qui n'en sont pas tout à fait, c'est tout à fait lié donc à votre univers, à votre profession, puisque vous êtes sage-femme, vous êtes professeur à l'école de santé de Genève, hein. Donc comment avez-vous eu cette belle inspiration? Voilà. Alors, cette belle inspiration, elle est pas venue justement avec ma tête. Je dois dire que, étant professeur associé dans mon quotidien, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités et je ne me suis pas dit un jour, bon, je m'ennuie, qu'est-ce que je pourrais faire d'original qui va m'apporter un peu des problèmes dans ce monde académique. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai une pratique méditative depuis fort longtemps et c'est durant une méditation que cette idée est venue dans mon esprit. Et je dirais que je l'ai combattue assez fermement au début parce que je ne voyais pas comment traiter une question de recherche comme celle-ci. Je voyais tout de suite les difficultés que ça amènerait dans mon parcours professionnel académique au sein de beaucoup de chercheurs qui sont encore dans ce paradigme matérialiste dont on parlait juste à l'instant, hein. La réalité, c'est Elle quand peut même là. paraître aux frontières de la science, mais pas tant que cela, et vous avez tout fait justement pour la remettre dans le cadre d'une analyse stricte. Oui, alors C'est ça qui est quand, remarquable quand dans j'ai votre accepté travail. l'idée de mener cette recherche, effectivement, pour moi, l'important, c'était de relier la science et la spiritualité avec la maternité, et je dirais même plus que la maternité, la parentalité, parce que les papas, j'ai vu durant cette recherche à quel point ils sont importants. Donc, cette importance de la science, hein, de relier la science à cette compréhension de l'être humain, elle était très importante pour moi. Et donc, c'est pour ça que oui, j'ai mis beaucoup d'efforts et de préparation du protocole pour essayer de faire au mieux. Alors, pour cela, je me suis inspirée des travaux
pas sur ce sujet-là, puisque je n'en ai pas trouvé. C'était vraiment une A priori, première. c'est très, très original. On peut pas Oui, affirmer, ça n'a pas été fait jusqu'à présent voilà, on peut pas par la affirmer qu'il science. est unique, mais il y a de fortes chances en même temps qu'il le soit. Pour l'instant, oui. Maintenant, on sait que quand quelque chose est prêt à apparaître sur la planète, des Ça fois, il apparaît en apparaît à plusieurs plusieurs endroits. endroits en même temps. Mais Voilà. à ma connaissance, il n'y Mm. a pas d'autres travaux réalisés d'une manière scientifique sur un sujet comme celui-ci. Bah, le défi était grand, de toute façon, de vouloir mettre dans un cadre quelque chose échappe Oui, à l'intellect basique. oui, Hein? oui, le défi était grand. On a fait au mieux pour le faire dans des conditions scientifiques, c'est-à-dire avec des indicateurs mesurables, avec une procédure d'analyse à 3 personnes pour garantir une objectivité dans l'interprétation des choses. Si on fait de la recherche seule, le risque, c'est de se fourvoyer dans ses croyances. Donc, il a fallu créer des protocoles, Il a fallu écrire un protocole et il a fallu trouver des collaborateurs scientifiques. ce qui n'a pas été forcément facile. Non, ça n'a pas été facile. L'écriture du protocole, finalement, s'est faite assez bien. L'inspiration venait facilement. J'ai trouvé dans les moteurs de recherche scientifique des travaux faits par Julie Béchel, qui est une chercheuse aux États-Unis dans le Windbridge Institute, l'institut qui fait de la recherche sur la médiumnité et comment utiliser les médiums pour faire de la recherche. Moi, ce n'était pas du tout mon univers. Et j'ai lu ses travaux pour comprendre comment elle préconisait d'utiliser les médiums pour faire des recherches sur les Oui. phénomènes. Parce que, chère Marie-Julia, c'est la grande différence avec les expériences de mort imminente où les Mhm. sujets, les gens qui ont vécu ça, ce sont eux qui témoignent. Oui, Voilà, là, c'est l'idéal. voilà, là, C'est l'idéal de et passer en là, direct. voilà, Nous, mais là, on ne peut là, pas. il faut un intermédiaire, là. Voilà. Alors, en ayant tourné les choses dans tous les sens, on n'a pas trouvé de meilleure façon de faire que d'utiliser des intermédiaires pour tenter de communiquer avec cette conscience prénatale. Et ces intermédiaires, dans le livre, je les appelle médiums par facilité, mais beaucoup n'aiment pas se faire appeler médium parce que c'est connoté, c'est pas forcément dans ce mot qu'ils se reconnaissent, mais ce sont des personnes douées d'un sixième sens, en fait, des personnes hypersensibles que j'appelle médium par facilité. Et 10 ont participé à la recherche. Donc, pour la constitution de l'équipe au complet, il y a eu 3 chercheurs qui se sont joints à moi. Renaud Evrard, qui est un docteur en psychologie et qui a fait beaucoup de recherches sur les expériences dites exceptionnelles. Il est enseignant-chercheur à l'université de Nancy. Il y a Magali Eckermann, qui est une gynécologue obstétricienne en Suisse, qui est titulaire d'un diplôme universitaire en état modifié de conscience. Et il y a Elane Vabé, qui est une chercheuse, directrice du centre de recherche en Californie, qui s'appelle IONS, Institute of Noetic Sciences, qui est un centre de recherche qui a été créé en 1973 par Edgar Mitchell, un astronaute, qui, en revenant d'une expédition sur la Lune, a probablement vécu des choses assez fortes intérieurement pour avoir envie de créer un centre d'études sur la conscience, les grandes consciences jusqu'aux petites consciences humaines et peut-être même plus petites humains. En Et donc, ce définitive, centre existe toujours et il fait des recherches sur l'intuition, sur la télépathie, sur les expériences de mort imminente. Et quand je les ai contactés et que je leur ai parlé de mon projet de faire une exploration de la conscience avant la naissance, ils étaient assez scotchés parce qu'ils n'avaient jamais pensé à ça en fait. Ils ont eux aussi cherché sur les moteurs de recherche scientifiques si des travaux avaient déjà été faits sur le sujet, puis ils ont vu que non. Et ils ont été immédiatement enthousiastes et la Neva B, la directrice, a voulu participer en personne à ce projet. Et j'en suis très heureuse parce que déjà, elle avait lu le protocole et elle l'avait trouvé pertinent. Et ses conseils ont été précieux aussi durant l'analyse pour l'écriture de l'article scientifique notamment. vous avez comme eu de beaux soutiens, de belles collaborations. Hein.
Oui, 3 collègues chercheurs internationaux, France, Belgique, USA, et puis 10 médiums qui ont vraiment fait un joli travail également. Et donc 11 familles participantes pour 11 bébés. Et puis en plus des clins d'œil de l'univers, raconter l'histoire de Luce et Alma. Ah, Luz et Alma, oui, ça c'était trop mignon. C'est vrai que Magali et Carmen, hein, elle venait, enfin, elle était enceinte au début de la recherche, donc elle a accouché durant. Et elle a mis au monde une petite fille qu'elle a appelée Luz, donc lumière en espagnol. Et Renaud Évrard était un jeune papa d'une petite fille qui s'appelait Alma, âme. Et durant nos séances d'analyse, on le faisait évidemment en visioconférence vu qu'on était dans 3 pays différents. Et très souvent, tous les deux avaient sur les genoux Luz et Alma, donc âme et lumière. Et vous C'était accompagnez. c'était incroyable comme, comme configuration. Alors le docteur Wabé avait défini plusieurs questions, je crois. Oui, moi, quand j'ai commencé à écrire ce protocole, au début, j'étais seule pour le faire. Je voulais faire les choses très carrées. Je me suis dit, le sujet est loin d'être carré, donc on va faire un protocole le plus carré possible. Alors, j'avais imaginé Bah, dans c'est ce qui en inter- fait la valeur, de toute façon, on le sent tout au long du livre. Oui, bien sûr. Et donc, j'avais imaginé interviewer les parents, bien sûr. Et puis, enfin, c'est ce qui s'est passé. Dès que j'avais fait un interview avec un nouveau couple de parents qui participent à la recherche, j'informais les médiums qu'ils pouvaient commencer leur tentative de communication, donc à distance, sans rencontrer jamais les parents. Ça, c'était très important. Et je leur avais fait enfin, on leur a fait après en équipe de recherche une grille d'entretien, si on veut, avec cette âme fétale, comme on ferait avec une personne pour un entretien de recherche. Et l'objectif pour moi, c'était de pouvoir voir si les informations données par les âmes fétales correspondaient à ce que les parents nous avaient dit sur des éléments vérifiables, tels que peux-tu nous décrire tes parents physiquement, les caractères? Peux-tu nous dire où tu vis? Peux-tu nous dire s'il y a des animaux domestiques à la maison, si tu es le premier ou s'il y a déjà des enfants? Comment se déroule la gestation dont tu es le centre? Et de vérifier ce qui matchait pas. On a fait ça. C'est une partie d'analyse des réponses hein, aux questions dont les réponses étaient vérifiables. Et vous l'avez fait, on le sent, avec exigence. Oui, beaucoup Hein. d'exigences, mais je termine par rapport à Ilan Vabé, votre question d'avant. Euh, Ilan Vabé, quand on a discuté du protocole, c'est elle qui m'a dit, ah, mais Madame Guittier, c'est dommage de mettre en place un protocole aussi inédit, aussi innovant, et de ne poser que des questions terre à terre comme ça, vérifiables. Pourquoi vous ne profitez pas de poser des questions dont on ne pourra pas vérifier l'exactitude, mais qui pourraient être source d'informations nouvelles pour nous, d'enseignements éventuels, ou peut-être qu'il n'y aura aucune réponse. Et sur sa suggestion, j'ai accepté d'inclure dans le protocole des questions telles que peux-tu nous dire si tu as choisi tes parents? Est-ce que tu sais pourquoi tu viens sur Terre? Est-ce que Est-ce tu toi qui peux, as des idées? est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe dans cet entre-deux-mondes? Euh, Ça, les réponses à ces questions, bah, déjà, il y en a eu beaucoup. On ne l'imaginait pas avant, mais il y a eu beaucoup de réponses à ces questions-là. Et c'est aussi de la science parce qu'on a enfin, analysé ces réponses-là, non pas dans une vérification de vrai-faux comme on a fait pour les autres questions, mais dans une recherche de sens de ce qu'on appelle des catégories thématiques. C'est les recherches humaines. En sociologie, en anthropologie, en médecine aussi, on peut faire un type de recherche que beaucoup font du reste, qui est d'aller interviewer des gens sur une expérience vécue quelle qu'elle soit. Ça peut être l'expérience d'une maladie, l'expérience d'un accouchement, l'expérience d'avoir survécu un accident de voiture, n'importe quoi. Et l'objectif n'est pas de mettre en doute ce que les gens disent, mais de trouver le sens que ça a pu avoir pour eux et jusqu'à quel point on peut
généraliser plus ou moins le sens de ces expériences à plus grand que eux. Donc pour cette deuxième partie, nous avons procédé de cette façon-là. Nous les avons regroupés par catégorie thématique et puis on a essayé d'y trouver du sens en cherchant aussi dans la littérature, soit scientifique, soit sur des ouvrages, des livres, ce qui avait pu être écrit sur le sujet pour mieux le comprendre. Il semble que les âmes, en fin de compte, aient eu peu d'intérêt pour les questions très précises hein, et qui aient Oui, ça c'était préféré drôle, ça a parler. été une découverte Oui. et apparemment il n'y a pas que nous puisque apparemment je n'ai pas lu cet ouvrage-là, mais on m'a dit depuis que Stéphane Alix avait écrit un livre où il expliquait exactement ça aussi. Oui, les âmes fétales répondaient plus ou moins aux questions très très précises posées. Par contre, elles nous ont apporté plein d'informations inattendues. C'était la majorité des informations reçues. Certaines étaient vérifiables, donc nous les avons vérifiées dans un second temps, en fait, quand les rapports des médiums arrivaient. Ils avaient un mois pour le faire, hein. Et quand je les recevais, quand je voyais des informations qui me surprenaient et dont je voulais vérifier l'exactitude, eh bien, je refaisais de toute façon un deuxième entretien avec les parents, toujours proche de l'accouchement, pour savoir comment ils se projetaient pour l'accouchement. Je profitais de valider ou invalider les nouvelles informations apportées. Et donc, au total, sur tout ce qui a été donné, 69% des informations reçues, parmi les informations vérifiables, étaient justes. C'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. C'est vraiment énorme. On ne s'attendait pas à autant d'informations véridiques que ça, quoi. Oui. Alors parfois, pour un petit peu décrire ces informations et peut-être donner des exemples aux auditeurs, parce que peut-être quand on n'est pas dedans, on se demande, mais c'est quoi ces informations? Il y avait une petite fille, par exemple, qui avait prévenu qu'il se passait quelque chose d'anormal. Oui, 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 ah oui, alors ça, Vous l'avez c'était, appelée Jeanne dans le livre. oui, je l'ai appelée Jeanne. Oui, alors là, c'est encore quelque chose un petit peu à la marge. Je fais un petit peu un pas par rapport au protocole scientifique pur et dur parce que parfois j'ai été, comment dire, euh, emportée moi-même dans l'expérience, hein, alors qu'au début, quand le protocole était écrit, je pensais, je souhaitais garder une posture en distance pour être une observatrice non participante, comme on fait souvent en recherche. Mais ça n'a pas été possible, ça s'est pas passé comme ça, parce que j'ai été enrôlée malgré moi dans des intuitions, dans des choses très surprenantes. Et pour ce qui est de l'anecdote, parce que ça c'est une anecdote, hein, avec Jeanne, j'avais fait un entretien avec sa maman, tout se passait bien, j'avais un autre entretien prévu avec elle dans plusieurs semaines. Et puis tout à coup, j'étais chez moi et elle venait dans mon esprit, Jeanne, Jeanne, Jeanne. J'y pensais beaucoup et je ne comprenais pas pourquoi j'y pensais comme ça. Jusqu'à un moment où j'ai pas réfléchi plus que ça, mais elle était tellement présente que j'ai écrit à la maman un SMS. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'on va se parler dans quelques semaines. Mais comment ça? Enfin, je sais plus. J'ai trouvé un prétexte pour lui écrire un petit SMS. Et elle m'a de suite répondu, ah, tu tombes bien, parce qu'on s'est tutoyé avec le temps. Ah, tu tombes bien, je suis hospitalisée. Il se passe ça, 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 je ne vais pas le dire évidemment pour des questions de Et bien confidentialité. sûr. Et elle venait d'être opérée, une chirurgie à 6 mois de grossesse, ce qui est quand même rare, hein, et puis ben, très stressant. Et voilà, oui, il y a eu des anecdotes comme ça où je ne sais pas pourquoi j'étais moi-même embarquée dans des perceptions et des Voilà. intuitions très fortes. Et puis des fois, il y a des détails amusants. On voit un bébé qui parle de sa poussette, je crois. Oui, oui, oui. Il y a des Ah détails oui, oui, oui. pratiques, hein, des Ça fait préoccupations partie, pratiques. Hein. ouais, ça fait partie des éléments que j'ai vérifiés dans un second temps. Donc, celui-ci, c'était Romy, je crois, petite fille. Elle transmet dans un médium, dit à mes parents que
que c'est OK la poussette, enfin ils vont trouver la bonne poussette, qu'ils arrêtent de s'inquiéter pour la poussette. Voilà, c'était Ah ça. oui, parce que Ils arrêtent de s'inquiéter pour la si poussette. ma mémoire est bonne, le papa voulait faire du jogging en même temps qu'il pousserait la poussette. Voilà, Hein. alors bon, moi, la maman, elle ne m'avait pas du tout parlé d'une poussette lors du premier entretien, puis j'avoue que l'achat d'une poussette, c'est tellement banal durant une Eh grossesse que ça oui. n'a aucun intérêt. Donc, mais étant donné que cette information était donnée par une âme fétale, Cette personne en face de nous, on a ben, remarqué que elle c'était n'est jamais par pas hasard que quand les ça, choses elle est étaient. surtout et avant tout comme nous Aucun une enfant âme n'a parlé, qui est... parmi les 11 n'a parlé de poussette à part celui-là. Ouais. Donc, lors de l'entretien d'après, j'ai demandé à la maman si je lui parle de poussette, est-ce que ça lui inspire quelque chose? Si elle m'avait dit juste oui, on va acheter une poussette parce que c'était leur premier enfant, bon, ben, c'était vraiment, ça aurait été une réponse véridique, d'accord, mais qui n'a pas d'intérêt, parce que ça aurait été induit par ma question d'une part, et très banal. Sauf que là, cette maman, elle est partie à rire et puis à m'expliquer, ah oui, la poussette, mais quelle histoire la poussette, parce que mon conjoint est très sportif, il veut faire du sport, toujours quand il y aura le bébé, il veut pouvoir courir avec la poussette sur tous les terrains. En plus, ils habitent au Québec, c'est participant, donc il faut que ça aille sur la neige, pas sur la neige, les cailloux. Et on fait des magasins, on fait des magasins, on fait des magasins, et ils trouvent jamais la poussette de ses rêves. Et puis moi, j'en ai assez de chercher à acheter une poussette. Et donc, ça l'a fait beaucoup rire, cette remarque. Donc là, là par contre, comme il y avait vraiment une circonstance particulière en lien avec cette poussette, ben, c'était une information qu'on a validée comme juste. Et il y a un autre bébé aussi qui est rentré en contact avec le chat de la famille. Le chat de la famille, ouais. Oui, oui, à la question, est-ce qu'il y a des animaux de compagnie dans la famille où tu arrives? Oui, il avait parlé d'un chat. Et il avait décrit hein, vraiment la couleur, les taches sur les pattes, les choses comme ça. Et puis la maman, en lui demandant si elle avait un chat, comment ils sont, la description correspondait. Et puis elle a parlé d'un chat en disant, ah oui, c'est celui-là parce que c'est un dépendant affectif. Elle a dit comme ça, depuis que je suis enceinte, il me suit partout à la trace. C'était drôle. Il y a le petit Elliot, sans déflorer toutes les histoires que les lecteurs découvriront avec plaisir et intérêt, mais il y a le petit Elliot qui avait prodigué un conseil à ses parents. Il faut que maman arrête de tirer les cartes, vaut mieux qu'elle écoute son cœur. Hein, Alors ça, c'était pas Elliot, c'était Noan, si je me peut-être que je rappelle me bien. trompe, oui, oui, oui. Et oui, ça, c'était très intéressant aussi parce que parfois, il y a eu des conseils pour les parents. Voilà, voilà. Et Noan a donné ce conseil aux parents et c'est le seul qui a dit une chose comme ça. Et ben, effectivement, les parents, enfin surtout le papa, tirait beaucoup les cartes pour communiquer avec son enfant, pour sa vie en général. De toute façon, c'est un outil privilégié pour lui. Et Noan leur a dit ça, arrêtez, Le mieux arrêtez. vaut laisser Faites tomber cela. écouter votre Voilà, cœur plutôt. voilà, voilà. Et bon, voilà, après, quoi en faire, on ne sait pas, hein, des conseils Voilà. comme ça, mais Alors, il y a un autre c'est vrai. enfant qui était heureux d'être désiré, on voit. Hein, Oui, c'est probablement peut-être un biais de notre recherche dans le sens où, par rapport à la question du choix des parents, hein, par exemple, où là, ben, on a tous nos bébés, entre guillemets, disent avoir choisi leurs parents. La majorité, enfin tous oui, mais certains avec un peu des nuances. Mais quand même, malgré tout, il peut y avoir un biais parce que pour participer à cette recherche, évidemment que les parents qui se sont portés volontaires sont des parents qui étaient très heureux d'attendre accueillir un le bébé. bébé. Et on peut imaginer que dans ces circonstances-là, ben, ce soit plus facile de choisir des parents heureux, aimants, prêts à accueillir les enfants. Il y a même un bébé qui était heureux du décor de la maison où il allait arriver. Oui. Hein. Ah, il y en a eu deux, je crois. Alors, Voilà, il je crois était que c'est sensible à l'environnement. Enfin, oui, 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 alors il y a Jeanne qui a adoré enfin qui a annoncé adorer aimer énormément la nature, tout ce qui a trait à la nature, et elle dit qu'elle a inspiré ses parents déjà pour son prénom, et évidemment Jeanne, ce sont des prénoms fictifs, mais son prénom réel a un rapport avec la nature, et puis elle a dit qu'elle a la capacité d'inspirer ses parents plein de choses, le prénom, mais aussi la décoration de sa chambre.
Et quand j'ai eu sa maman la fois d'après, je lui ai demandé comment, si la chambre était déjà prête et comment elle était décorée. Et puis elle a commencé à m'expliquer, ah bah c'est original, c'est un décor très végétal. Et je disais, ah oui, ok. Et puis elle m'a dit, vous voulez voir? Moi je dis, pourquoi pas, puisqu'on était en visio. Donc elle a pris le PC, elle a marché jusque dans la chambre du bébé, puis elle m'a montré. Puis j'ai vu que oui, il y avait et c'était très végétal, il y avait des grandes feuilles, il y avait des choses comme ça. Oui, c'est le cas. Et alors, Marie-Julia, les parents sont venus à vous au départ. Comment ça s'est passé? Vous avez, Alors pour l'instant, pour pour trouver, parce oui, qu'en fin de compte, vous avez créé une équipe avec oui, vos collègues chercheurs. oui. Bon, les médiums, il y en avait combien déjà? Il y en avait 10. 10, oui, c'est beaucoup. Alors ça, c'était pas prévu. Je reviens après au comment les parents sont arrivés Oui. dans la recherche, mais pour les médiums, là aussi, j'ai dû lâcher prise avec une sorte de rigueur. Habituellement, quand on écrit un protocole, on ne change plus une ligne du tout après. Là, on n'a pas changé de ligne après, sauf pour une chose, c'est que nous avions prévu de travailler avec 3 médiums parce que ça nous semblait assez. On voulait pas un seul parce que ça faisait porter trop de responsabilités à une seule personne. Et puis, voilà, bon, les travaux de Julie Béchel, dont j'ai parlé tout à l'heure, recommandaient de faire travailler plusieurs médiums. Et puis, il y a toujours le risque que le médium donne les informations à travers son filtre. Ah oui, ça c'est un risque qu'on ne peut pas enlever, hein. Il faut rester prudent avec les résultats de cette recherche et d'interprétation. On ne peut pas s'emballer complètement en disant, ben voilà, la preuve que C'est pour le ça que c'est médecin bien, enfin vous le dites, hein, d'avoir des Oui, je le garde-fous, dis. quoi, hein. Oui, oui, il faut garder son discernement. C'est une première recherche. On a tâtonné, c'est très exploratoire. Et il y a des biais qui sont inhérents au sujet, à la méthode. Parce que le fait d'avoir besoin d'intermédiaires, c'est embêtant. On aurait préféré ne pas en avoir besoin, mais si quelqu'un a une idée de comment faire sans intermédiaire, à ce jour, on n'a pas trouvé. Et les médiums, même s'ils font un travail sur eux, ont toujours un filtre, hein. On ne peut pas s'extraire de notre éducation, de nos croyances, de tout ça. Donc, ça, c'est un risque qui est là dans les informations données, particulièrement pour celles qui ne sont pas vérifiables. Et pour revenir donc au nombre de médiums, bon, 3, c'était important qu'il y en ait plusieurs pour aussi diversifier les canaux de perception, avoir plus d'informations. Mais ça s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire que quand on a démarré la recherche, j'ai cherché des financements partout, j'ai tapé à plein de portes, hein, et je n'en ai pas eu. Le sujet, voilà, il n'est pas porteur pour retrouver des financements de recherche. Donc, il a fallu faire un choix, tout arrêter à ce stade ou travailler bénévolement. Donc, moi, j'ai décidé de travailler bénévolement en réduisant mon temps de travail pour faire cette recherche sur mon temps personnel. Maintenant, les médiums, les 3 qui étaient prévus, quand je leur ai dit qu'il n'y avait pas de financement, 2 m'ont dit merci, mais je ne peux pas travailler bénévolement. Et c'est OK, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire. Et il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que travailler avec un seul, ce n'était pas possible. Donc, il a fallu réouvrir, mais ce qui a été chouette, c'est que ces 2 médiums, en partant, ont donné des noms de personnes que eux connaissaient comme très douées dans le domaine, et ça a fait boule de neige comme ça, sauf que plusieurs sont arrivés après, en fait. Soit ils avaient connaissance ils entendaient parler de cette recherche et ils venaient vers moi en me demandant de participer bénévolement, donc j'avais du mal à dire non. Soit moi, tout à coup, j'avais des sortes de fulgurances en voyant un reportage à la télé sur un tel médium qui semblait très bon, puis j'avais envie de lui proposer de participer, puis cette personne acceptait. Bref, l'équipe, elle est passée de 3 à 10. C'est trop, j'avoue que ça m'a donné ça nous a donné beaucoup trop de travail Mais d'analyse parce qu'on a ça eu la rend plus riche aussi. ça la rend plus riche, hein, et c'est sans doute plus Oui. parfait comme ça a été. Mais voilà, pour juste faire cette petite parenthèse sur le nombre des médiums. Et puis l'interprétation des messages après n'est pas forcément facile.
Non, alors on a fait cette analyse à trois, ça c'était la rigueur méthodologique, scientifique. En fait, ce qu'on faisait pour renforcer la force de notre codage, donc le codage c'était c'est vrai ou c'est faux, ça c'était le premier niveau. Et le deuxième c'était quand c'est vrai. Alors par exemple, je donne un exemple, euh, ma mère a les cheveux bruns lisses. Si la mère avait les cheveux bruns lisses, ok, c'est vrai. On était tous facilement d'accord. Mes parents adorent le camping. Vérification auprès des parents. Est-ce que vous aimez le camping? Ah non, on déteste le camping. On adore la nature, mais on n'aime pas le camping. Ok, donc ça, c'est faux. Ça, c'était assez simple. Mais parfois, il y avait besoin d'interpréter les choses. Parce que ça aussi, on l'a découvert et ça corrobore plusieurs récits d'autres personnes qui communiquent avec les âmes, soit décédées en général. Les messages sont rarement donnés clairement comme un dialogue, comme nous avons juste maintenant, hein. Ce sont plutôt des métaphores, des images, des sensations, des flashs, parfois des mots, et les médiums les mettent eux-mêmes en mots, mais ça reste un petit peu des énigmes. Et pour nous, dans un quart des cas, on a dû faire une petite enquête pour décider si c'était juste ou si c'était pas juste. Et je vous donne un exemple. Par exemple, pour les prénoms. Peux-tu nous dire ton prénom? On n'a jamais eu le prénom directement, comme si c'était pas possible de le dire directement. On avait des indices. Par exemple, on avait mon prénom est doux. Bon, doux, qu'est-ce que ça veut dire, mon prénom est doux? Alors là, on était content d'être trois. Il se trouve que le prénom de Ezra, qui n'était donc pas Ezra dans la réalité, n'a aucune consonne. Donc il y a une sonorité très... enfin, il y a des consonnes, mais pas les R, pas les T, les choses comme ça. Donc à trois, on a dû se dire, est-ce qu'on est d'accord que c'est un prénom doux de façon évidente ou pas forcément? Et puis voilà. Un autre exemple encore pour les prénoms, c'était pour mon prénom, un L, un grand L et le 3. Qu'est-ce que ça veut dire un grand L et le 3? On comprenait rien. Donc on a mis ça dans une information ni vérifiable dont on ne pouvait rien faire. Mais il se trouve qu'à la naissance, le prénom de l'enfant commençait par L et avait trois lettres à la suite. Donc il avait quatre lettres au total. Et là, on a repensé à ce qui nous avait été dit comme le grand L et le 3. Donc là aussi, on a dû admettre que c'était juste. Ou encore un exemple, une âme fétale nous avait dit mon prénom est en lien avec une étoile. Bon, quand on a su le prénom de l'enfant, moi, personnellement, c'est l'importance d'être à plusieurs. J'ai même pas tilté sur le moment que c'était un nom d'étoile, ça. Et c'est un de nos trois qui a dit, mais c'est le nom d'une étoile. Et on a vérifié, et oui, c'était effectivement le nom d'une étoile. Donc, pour une partie des informations, on a dû vérifier les choses. Je vous donne encore un autre exemple. On avait Lucie qui avait montré une alliance et un calendrier. Alors, voilà, la médium nous avait dit, j'ai vu une alliance et un calendrier. Bon, moi, la maman, elle ne m'avait pas parlé de mariage, rien du tout, lors du premier entretien. Peut-être elle était mariée. Alors, l'entretien numéro 2, je n'ai même pas eu le temps de lui parler de ça. À la première question, je lui demande comment allez-vous? Comment allez-vous? C'était la première question des entretiens, bien sûr, aujourd'hui. Elle me dit, ah, je suis plutôt fatiguée parce que je suis pas sûre que je vous en avais parlé, mais il y a un stress très positif cette semaine. On va se marier avec le papa. D'accord. Ah, ok, d'accord. Donc c'était confirmé quelque part, mais cet infétal ne nous a pas dit mes parents vont se marier. Enfin, disons que le médium l'a pas interprété comme ça. Il nous a juste dit j'ai vu une alliance et un Parler calendrier. d'alliance, voilà. 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 Mais globalement, c'est une recherche qui ouvre à beaucoup de sujets. Oui, Parce oui, que, par il y a eu exemple, beaucoup la de choses. réincarnation, l'histoire, vous évoquez l'idée d'enfants décédés qui reviendraient dans Oui, la même famille. oui, oui. Oui, il y a plusieurs thèmes comme ça qui ont émergé, qu'on n'avait pas imaginé au démarrage, loin de là.
en fait, on n'avait rien à imaginer, on ne savait même pas si on aurait des réponses aux questions. Mais c'est vrai que, il y a eu des choses très troublantes en lien avec la réincarnation pour deux, deux de nos participants, en disant comme ça, Samantha et Noan, dans le sens où les parents, lors du premier entretien, je vais d'abord parler de Noan par exemple, cette maman avait perdu un bébé à l'accouchement. Son premier enfant était décédé, un petit garçon, 5 ans auparavant. Et cette maman, elle avait l'intime conviction que c'était son fils perdu qui revenait. Elle avait fait des communications médiumniques en dehors de la recherche et puis ça lui avait été confirmé, mais elle-même était très sensible et c'était une évidence pour elle. Bon, on ne juge pas, on peut se dire, c'est peut-être comme ça pour tous les parents qui ont perdu un bébé, hein, de se dire que le bébé d'après revient, que faire de ça? Mais il se trouve que Nohan, dans les informations qu'il a données au médium, était très troublant puisqu'il a dit je reviens dans cette famille, je connais déjà maman, je viens retrouver l'énergie de maman, je viens l'aider à guérir de la perte d'enfant. Je suis venue me présenter à elle il y a 5 ans, ça a été très précisément dit, mais elle n'était pas prête et moi non plus. Oui, cette idée Et la paraît très situation cohérente. n'était pas enfin, grosso modo, tout n'était pas en place comme il fallait pour cette naissance. Et il se trouve que le premier papa était parti durant la grossesse. Donc, c'est un nouveau papa qui était là, qui était très présent. Donc, c'était vraiment très différent pour cette maman. Et cette annonce des 5 ans en arrière, tout ça, c'était juste. Donc, c'est très troublant. L'histoire de Samantha, elle est aussi tout autant troublante parce que ses parents avaient perdu leur première petite fille. Elle avait une malformation grave détectée durant la grossesse et ils avaient dû subir une interruption médicale de grossesse. Suite à ça, elle a eu une deuxième grossesse et là, rien de particulier. Une troisième grossesse, toujours rien de particulier. Donc, elle n'avait pas ce phénomène de penser que sa petite fille revenait pour les grossesses suivantes, pas du tout. Mais pour la quatrième grossesse, celle qui était en cours, une grossesse inattendue, elle a tout de suite senti quelque chose de différent des deux dernières. Elle a ressenti l'énergie, enfin, elle le dit comme ça, de sa première petite fille. Et c'était une évidence pour elle que c'était elle qui revenait. Et le papa le sentait aussi. Tous les deux me disaient, on n'en parle pas à la famille parce que c'est compliqué, mais entre nous deux, on se le dit qu'on sent ça. Et ça les troublait un petit peu, beaucoup même. Et il se trouve que Samantha, dans les communications en médium, a annoncé elle aussi qu'elle connaissait déjà cette famille, qu'elle y revenait, et que la première fois, elle avait été un accident de parcours. Alors, waouh, quoi. Donc, on ne peut pas dire c'est sûr, c'est la réincarnation de Oui, ses oui, bien enfants. sûr. Mais vous, Mais il y a des faisceaux de concordance qui font que il y a eu juste ces deux âmes-là à nous dire des choses comme ça. Et il se trouve que c'est les deux seules familles qui ont perdu un enfant. voilà. Et dans votre travail aussi, ça vous a amené une réflexion sur les grossesses qui vont pas à leur terme. Oui, il y a aussi ce sujet que j'ai appelé dans le livre, enfin, le titre du paragraphe, c'est les jumeaux perdus. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, hein, euh, euh, par, le nom m'échappe là, un Voilà. seul être vous Et manque, cela, un ça, mère. avec la possibilité de générer un sentiment de nostalgie. Alors, Oui, c'est décrit, les gens qui ont écrit sur les jumeaux perdus disent que ça concerne à peu près 10% de nous tous, en fait, et que ça peut donner un sentiment oui, qu'un être nous manque, d'une sorte de nostalgie. oui. C'est le couple Osterman qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là. Son livre, c'est Le syndrome du jumeau perdu, justement. Et puis aussi Claude Imbert pour Un seul être vous manque. Et nous, dans cette recherche sur les 11 familles, trois, trois femmes ont décrit des pertes de sang importantes lors du premier trimestre.
qui leur ont fait croire qu'elle faisait une fausse couche. Et puis en fait, non, la grossesse continue. Alors elles ne m'ont pas parlé de jumeaux perdus, elles n'ont pas fait forcément le lien avec ça. Mais il se trouve que ces trois âmes-là, dans les Le informations qu'elles message. nous ont offertes, nous disent qu'elle n'était pas seule au début de la gestation, mais qu'elle continue à grandir seule. Donc là aussi, c'est troublant. On n'a pas de preuve en soi. On a juste un tableau clinique de perte de sang importante. Et puis, on a une âme qui nous dit qu'elle n'était pas seule. Dans les questions qui sont peut-être vos questions se sont enrichies au fur et à mesure que vous avez avancé dans votre travail. Vous vous êtes dit, à un moment, on va pouvoir poser telle question aussi, peut-être, non? Ou tout a été vraiment défini dès le départ. Oui, les questions ont été strictement définies dès le départ. Il y Oui, avait 9 questions vérifiables et 9 questions non vérifiables. d'accord. Voilà, dans les non vérifiables, vous avez parlé du choix de venir sur Terre. Oui, oui. Alors, quel était le résultat? Eh bien, nous, tous Aux avaient choisi, statistiques. ouais, tous ont choisi de venir sur Terre. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'était des grossesses désirées, c'était dans un climat Voilà, très favorable. oui, Ça peut oui. être difficile d'entendre ça pour des hommes ou des femmes qui auraient eu une vie, enfin une enfance très douloureuse avec des parents maltraitants. C'est peut-être difficile d'entendre ça, mais dans notre échantillon à nous, tous ont dit avoir choisi ces parents-là et avoir choisi de venir sur Terre. Alors, pourquoi venir sur Terre? On a identifié trois grands groupes de motivation dans notre recherche. C'était pas l'objectif de la recherche, donc c'était des éléments en plus, mais la motivation individuelle pour expérimenter, par exemple, une qualité, expérimenter le courage ou expérimenter ou venir terminer une vie terminée trop tôt. Par exemple, on a eu des informations comme ça. Et il y avait aussi une motivation familiale, donc pour aider maman A, aider papa A. Et puis des motivations, je dirais, planétaires, quoi, terrestres, pour rapprocher les univers, ça a été dit comme ça, pour apporter de la douceur, connecter les cœurs. Alors, les âmes avaient toujours 2 à 3, enfin presque chacun de ces trois gros groupes-là, en fait, dans tout ce qui était à donner en réponse avec tous les médiums. Et s'il n'y en a pas eu un qui nous a dit je viens uniquement pour ceci ou uniquement pour cela, c'était je viens pour ça, puis un autre nous disait il vient pour ça, il vient pour ça. On ne peut pas le prouver, ça, on ne peut pas le vérifier. Il faudrait suivre ces gens pendant toute leur vie peut-être pour pouvoir observer ce qu'ils ont fait de leur vie. Et ça, c'est pas prévu avec cette recherche-là en tous les cas. Mais je pourrais le résumer avec un mot qui est l'évolution. Alors, il y a à chaque fois, ça sous-tend à chaque fois un processus évolutif, évolutif personnel, évolutif familial, évolutif planétaire pour, pour du meilleur. Mais le mot, c'est l'évolution. Alors, des fois, apparemment, ça peut être un rendez-vous qui est pris depuis longtemps. Oui, on a eu cette information-là. Parfois, le rendez-vous avec les parents semble être pris avant même que les parents soient nés. On a eu une information comme ça. C'était décidé avec mes parents bien avant qu'ils ne s'incarnent eux-mêmes. C'est Et puis, c'est est-ce que possible. tu crois que les bébés évoquent la notion du voile de l'oubli aussi? Oui. Oui, dans cette expérience un peu entre deux, dans ce qu'ils nous ont expliqué, ils parlent de ce moment où ils vont bientôt oublier que c'est prévu comme ça, que déjà, pour ceux qui s'exprimaient en toute fin de grossesse, que c'était plus difficile de rentrer en communication, plus difficile de répondre, et qu'ils sentaient qu'ils arrivaient vers le moment où ça n'allait plus être possible. Et Et, ça, il y a un film qui est sorti durant la recherche qui m'a vraiment scotché. Moi, c'est le dessin animé Pixar pour les enfants, mais pas pour les enfants. Les Walt Disney puis Pixar s'adresse à tous, qui s'appelle Soul, âme. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Mais alors, je vous encourage à le regarder parce que ce dessin animé, il explique toute la recherche, là, en fait. Tout est dedans. On voit cette petite âme, enfin, le personnage principal qui décède, la petite âme qui arrive dans des endroits où elle est enseignée par des groupes d'âmes, où elle est accompagnée pour redescendre, où elle fait des allers-retours Oui, entre j'allais deux. vous dire, il y a une notion d'aller-retour, Et un puis, voyage où à entre un moment deux. donné, quand elle est vraiment revenue sur Terre, elle oublie en fait d'où elle vient. Ouais. Et nous, on a des réponses qui vont dans ce sens-là. C'est rigolo. Et elle a une préparation pour venir sur Terre. Alors ça, On ne peut pas l'affirmer. non, bien sûr, on peut pas l'affirmer. Voilà, mais On le peut pas l'affirmer. supposé, quoi, hein. Oui, Mais donc, cette nécessité de tout oublier, apparemment, oui, plusieurs âmes en ont parlé. oui, oui. Euh, alors pourquoi? Je n'ai pas la réponse à pourquoi c'est important d'oublier. Peut-être c'est pour être pleinement disponible à la vie qui se déroule là et avec notre capacité de libre arbitre, pour être pleinement présent à ce qu'on vit et pas être dans les mémoires du passé. Maintenant, il semble que les enfants se souviennent quand même jusqu'à un âge entre 6 et 8 ans. Il y a deux Américains chercheurs qui ont consacré leur vie entière à faire parler les enfants, pas les âmes des bébés en Oui, les processus enfants. d'incarnation, mais les enfants, les jeunes enfants qui se souviennent de leur vie passée, qui racontent à leurs parents, avant, ma maman, elle était comme ci, ou j'étais ta maman avant, ou je suis mort comme ça. Et ces chercheurs-là, quand ces familles étaient identifiées, ils ont mené une enquête pour aller jusqu'au bout des vérifications possibles de ce que disaient les enfants. Et je crois que c'est 65 cas de mémoire où ils ont pu documenter que la recherche de preuves montrait que ce qui était dit correspondait à une vie, en tous les cas, de quelqu'un qui était décédé. Est-ce que Oui, c'était concluant. c'était concluant? Donc, on peut se souvenir pendant un petit moment si on ne bride pas non plus les enfants dans leurs témoignages en leur disant tout de suite arrête de dire n'importe quoi. Pour ça, j'ai une amie et j'ai une chercheuse aussi en Suisse qui a sorti un livre en même temps que moi qui s'appelle Ces enfants qui voient l'invisible. Et elle parle uniquement de ces phénomènes-là, en fait, en encourageant à laisser les enfants parler, euh, en leur demandant juste de quoi tu te rappelles et pas est-ce que tu avais des frères et sœurs, Il n'y parce a que pas de là, ils vont partir suggestion, dans leur imagination. Mais en induisant rien, juste de quoi tu te rappelles, parfois ils sortent des choses très surprenantes. bien sûr. Et puis là, on n'a pas le risque que le médium colore les réponses. Non, parce que c'est du direct, c'est ces petites Voilà. personnes qui parlent. C'est l'idéal, ça. Alors, même si tout au long de ce travail, on sent un sérieux extrême et vraiment, oui, l'approche, on peut le dire, elle est comme scientifique, justement, pour le Oui, coup. tout à fait. D'ailleurs, cette recherche a été publiée dans un très bon journal scientifique. Si on n'avait pas fait de la science, ça n'aurait pas été le cas. Voilà. Ce journal, c'est un journal qui est, on appelle ça peer review, donc qui est où l'article, enfin l'article est donné à relire à des chercheurs confirmés et qui l'évaluent et puis qui disent oui, cet article mérite d'être publié ou pas. Et c'est difficile en fait de publier un article scientifique, c'est pas du tout Bien automatique. sûr. Puis il y a beaucoup de revues, des plus prestigieuses ou moins prestigieuses, je dirais. Et on a pu publier les résultats de cette recherche dans une revue prestigieuse qui s'appelle Explore, qui a un facteur d'impact, qui est bien référencé dans les revues sérieuses, dans les moteurs de recherche scientifique. Donc ça, c'était une belle reconnaissance du fait de la méthodologie rigoureuse de notre approche sur un sujet difficilement appréhendable par la science. Aujourd'hui, enfin, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle étape, c'est pas impossible, mais qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Améliorer dans la Ah, recherche? oui, dans votre protocole, si avec le recul, qu'est-ce que vous, avec Alors, le ce qu'on pourrait sentiment que vous pourriez améliorer, ajouter quelque chose,
Ce qu'on pourrait améliorer peut-être, ce serait le recrutement des médiums. Parce que ça, c'est vraiment pas facile. Il n'y a pas de CV, on peut pas recruter sur CV. Donc là, on l'a fait par le bouche à oreille. Il y a aussi une sélection par l'argent du fait que, comme je vous l'ai dit, on était tous bénévoles pour faire cette recherche. Donc dans l'idéal, si on avait un financement, je dirais qu'il faudrait pouvoir faire des procédures de sélection, des sortes de tests avec des médiums sur cette capacité à communiquer avec l'âme des fœtus, parce que là, la majorité n'avait jamais fait ça, en fait, puisque c'est pas le métier des médiums, c'est plutôt à l'autre bout de la chaîne. Donc, je dirais que ça vaudrait la peine de mettre en place une sorte de protocole d'évaluation, de sélection des médiums pour les inclure dans l'étude avant de commencer la recherche. Et puis, je crois que, enfin, vous en parlez vous-même dans votre livre, que vous avez eu l'idée comme d'ouvrir à plus grand. Est- Est-il possible et s'il était possible de communiquer avec l'âme des bébés avant leur conception? Oui, encore une surprise. C'est Oui. vrai que dans le livre, je raconte tout et puis je mets les témoignages aussi de ces personnes-là. On a été très surpris durant la recherche, les critères d'inclusion. Donc, tout à l'heure, je ne vous ai pas répondu à part ça. Comment est-ce qu'on incluait les participants? Ce sont des collègues sages-femmes indépendantes qui faisaient des consultations de grossesse ou qui donnaient des cours de préparation à l'accouchement, qui donnaient l'information de l'étude en cours et de la recherche de participantes. Et ce sont les familles ou les couples qui décidaient, eux, de m'appeler s'ils avaient envie de participer. Après, certains se sont cooptés entre eux, c'est-à-dire que j'ai eu des fois un couple qui me contactait en me disant, on est les amis de et et on a appris, on est enceinte en même temps, et puis on a appris qu'il participait à votre protocole de recherche. On trouve ça incroyable, on a envie de participer aussi. Donc ça s'est fait comme ça, en fait. C'est comme ça que 11 familles ont été incluses et pas 10, alors qu'on avait prévu 10 au début. Puis on a fait aussi une entorse au protocole dans le sens de prendre une famille de plus parce que les numéros 10 et 11 sont arrivés la même journée. Et c'était pas envisageable de dire non à une, quoi. C'est comme si on s'adressait à une âme fétale pour lui dire non, on veut pas t'écouter. Donc on a pris les 11. Après, j'ai perdu le fil du coup en faisant On ce. parlait de l'amélioration possible Oui, dans, mais sur quel sujet on était parti là? dans la procédure. Ah non, non, c'était pas ça dont on parlait. C'était les communications préconceptionnelles. Ah oui, oui, voilà. Alors, dans ce moment-là, j'ai été contactée par des femmes qui voulaient participer à la recherche. Donc oui, très bien. Vous êtes enceinte de quel terme? Parce qu'il fallait être au deuxième ou troisième trimestre pour participer. Ah, je suis pas encore enceinte. Oh, ok. Et qu'est-ce qui se passe alors? Et puis, ces personnes me disaient, mais en fait, je communique avec l'âme de mes futurs enfants. Je le sens, c'est déjà ça, mais je suis pas encore enceinte. C'était très, très troublant, mais je les ai, ben, du coup, sur le moment, je leur ai dit, je peux pas vous inclure dans la recherche, donc ces femmes ne font pas partie des 11, bien sûr, mais je les ai écoutées quand même. J'ai aussi enregistré l'interview, je l'ai complètement retranscrit, je leur ai demandé leur autorisation de le rapporter dans le livre, pas dans l'article scientifique, bien sûr, mais dans le livre, ça c'est le bonus du livre. Et ça ouvre la porte à plus grand encore dans Voilà. l'idée que peut-être ces petites âmes tournent autour des parents bien longtemps avant qu'une conception arrive. Et en même temps, ce que vous évoquez, c'est déjà présent dans d'autres cultures. Ah oui, alors ça, Hein. dans d'autres cultures, c'est Voilà. une évidence, hein. Pour nous, on a Ah, voilà. l'impression, on a, Parler des Indiens Navajo, des peuples aborigènes. oui, Il y en a d'autres aussi, hein? oui, 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 il y en a d'autres. C'est vrai que pour nous, ça semble un peu fou, nouveau, Nouveau mais pour toutefois. d'autres cultures, c'est d'une banalité affligeante, le sujet de cette recherche. Bon, ils n'ont pas de recherche scientifique pour le prouver, mais ils en sont convaincus. Ils ont des rites et des pratiques en lien avec ça, où ils s'adressent à leurs futurs enfants déjà dès qu'ils sont mariés, en couple. Voilà, et où c'est vrai. Mm. Alors, tout ça ne nous empêche pas de garder notre discernement, mais donc votre travail est magnifique et il faut souhaiter, tout à l'heure vous avez dit fort justement, qu'il y a encore une partie de la communauté scientifique qui reste attachée à un ancien paradigme.
Mm. Donc, il est à souhaiter quand même que cette notion de conscience qui ne s'arrête pas, qui ne reste pas limitée dans le cerveau, donc, hein, C'est enfin, vrai, tant, j'ai l'impression quand même je que les choses pense. bougent, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont qui prennent conscience qu'il y a une plus grand que soi, qu'il y a une conscience, alors complètement en dehors des religions, on n'est pas du tout dans la Oui, religion, hein. complètement. On est dans une force supérieure, en tous les cas invisible, mais que beaucoup de gens le sentent, que ce soit à travers la nature ou dans les communications qu'ils peuvent faire avec le monde invisible. Et que cette conscience-là, les expériences de mort imminente, il y a quand même des milliers et des milliers de témoignages ça en devient un protocole scientifique, ils racontent vraiment tous la même Complètement. chose. Alors on peut toujours continuer de dire c'est faux, c'est des fous, c'est des gens qui sont pas bien dans leur tête pour raconter ça. Mais quand ça fait des milliers, presque des millions de gens qui racontent la Ah, même chose, à un il y moment en a des donné, il faut milliards même. peut-être accepter juste de changer ses pensées hyper rigides Voilà, ça va pour devenir un s'ouvrir. combat d'arrière-garde de rester dans cette énergie figée, de refuser. Ouais, je trouve aussi, Hein. je trouve Oui, aussi. Mais je peux vous dire que dans le milieu académique, moi, je suis confrontée, je vais être oui, vraiment, je le dis confrontée, hein, parce que c'est le mot, à une majorité de collègues qui sont encore dans ce paradigme-là. Donc, je trouve que la science a énormément de retard, hein. voilà, mais c'est pour Il y ça que a un chercheur, c'est québécois, Mario Beauregard, ah, ouf, qui a écrit un manifeste pour les chercheurs, manifeste pour une science post-matérialiste, donc une science qui change de paradigme et qui inclut la conscience comme partie prenante de tous les phénomènes complètement. physiques. Et c'est Alors, à peu près 400 l'ont signé, mais sur le nombre de oui. chercheurs, c'est peu. Mais c'est pour ça ce cadre que vous avez voulu donner avec rigueur, beaucoup de rigueur, d'intelligence, c'est ce qui rend votre travail précieux parce qu'en même temps, ça va forcément interpeller certaines personnes. C'est Et- le but. Moi, j'espère que ce livre va être lu par beaucoup de personnes qui doutent, en fait, qui sont pas acquis à la cause, entre guillemets, mais qui auront la curiosité de lire. Et dans ce livre, il n'y a pas, vous allez le confirmer, je pense, il n'y a pas de dogme, hein, il n'y a pas de vérité assénée, parce que Ah ben non, c'est si au-delà on du est dogme. scientifique, Oui, et si on est dans une posture raisonnable, et on ne peut pas l'affirmer. Mais par contre, on peut s'ouvrir à, et si c'était vrai? voilà. Qu'est-ce que ça changerait dans dans la perception de moi-même en tant que personne, dans la perception de ma famille, dans la perception des enfants qui sont arrivés ou qui vont arriver à travers moi. Et, et c'est l'objectif de ce livre, d'ouvrir les consciences sur Voilà. ce Et, regard. et aussi, qu'est-ce que ça changerait dans ma perception de la vie? Dans la Hein. perception de la vie, parce qu'on Oui. s'aperçoit, si c'est vrai, hein, Voilà. si tout ça n'est pas, si tout Ça ça, change. s'il y a un brin de vrai dans tout ça, Voilà. qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que la mort s'oppose à la naissance, ça c'est sûr, on est, c'est-à-dire à la porte d'entrée, et on part, c'est la mort, il y a la porte de sortie. Mais que la vie, elle dure, il y a un continuum de vie en fait, elle ne s'arrête pas à la mort puisque maintenant là aussi il y a des milliers de témoignages et on pourrait aussi parler des recherches faites par Evelyne Elsasser sur les communications Ah, spontanées avec les défunts. complètement. J'ai eu le plaisir de l'interviewer aussi. Voilà, Son donc livre est magnifique d'ailleurs. tout à fait. Il n'y a plus du titre, mais il était magnifique. Bah, Tout c'est le très long. VSCD, vécu subjectif de communication avec les défunts. Et elle montre que 60% des gens qui ont perdu quelqu'un de proche ont, sans le chercher, hein, sans aller consulter le médium, ont des signes de Voilà. persistance, des petits clins d'œil de ces défunts. Donc, si on admet que la conscience continue après la mort, et puis que là, avec notre recherche ici maintenant, on s'aperçoit qu'elle préexiste à notre Voilà. naissance, ça veut dire qu'elle ne meurt jamais. Et ça, Voilà. c'est important. Je fais un petit peu un lien, Christian, si vous voulez bien, avec deux prises de position importantes pour nous, les chercheurs.
La première sur l'avortement, puisque on ne voudrait vraiment pas que des gens extrémistes s'emparent de nos résultats pour lutter contre le droit des femmes à avorter. Notre posture avant la recherche était favorable à ce droit pour les femmes et elle est encore plus, je dirais, après, puisque les résultats de notre recherche ne vont pas du tout dans un sens de pouvoir mettre à mort l'âme, mais pas du tout. Oui. Il y a des âmes qui nous ont donné des très jolis messages là-dessus pour nous expliquer que le libre arbitre des humains est fondamental et que ce petit corps de matière qui se fait n'a très peu d'importance de leur point de vue, que si le plan change, si quelque chose d'autre est prévu, soit ils attendent, parce que le temps ne semble pas exister comme chez nous dans cet espace-là, soit ils attendent le moment où c'est possible de s'incarner à Voilà, nouveau en dans tout cette cas, il y famille. a d'autres possibilités d'évolution. Soit ils sont par vibration par rapport à ce qu'ils ont besoin de travailler en termes de personnel ou familial ou planétaire. Il y a d'autres familles qui les accueillent. En tous les cas, rien n'a été dans le sens de attention, vous pouvez nous tuer définitivement, ça, pas du tout. Et la deuxième chose très importante, je le dis avant d'oublier parce qu'il y a eu un interview ou deux où ça n'a pas été abordé, puis j'étais embêtée après parce que on ne voudrait pas, hein, je parle au nom de nous quatre, que nos résultats soient, que cette recherche soit prise comme un nouveau type d'accompagnement des grossesses où la consultation médiumnique en ferait partie pour pouvoir discuter avec son bébé. Surtout pas, non, ne faites pas ça. Nous, on l'a fait dans un contexte expérimental pour une recherche scientifique. On a mis des garde-fous pour protéger les parents en ne les faisant jamais rencontrer les médiums, en ne leur donnant pas les résultats des rapports et surtout pas pour les choses non vérifiables. Et c'était une évidence à la lecture de tout ce qui était rapporté que c'est très dangereux de faire ça, de remettre sa souveraineté à quelqu'un d'autre pour être un intermédiaire avec son enfant. C'est une responsabilité que peut-être on ne donnerait pas quand ils sont nés et pourquoi le faire quand ils sont là en gestation, encore moins. C'est important pour nous de mettre en garde les futurs parents sur cette tentation qui pourrait naître à la lecture du livre parce que il faut pas. Notre recommandation, c'est d'essayer de se mettre en contact directement eux avec leur enfant en, je propose à la fin, ça m'a été inspiré comme ça. Je sentais que c'était peut-être compliqué de terminer le livre surtout n'allez pas voir des médiums, alors que peut-être la lecture avant donnait envie de le faire. Donc, je propose une technique simple pour rentrer en communication tout seul avec son bébé, sans rien attendre de résultats. On en parle dans l'oreille, hein, ça se passe pas comme ça. C'est des petites choses subtiles, c'est des nouvelles idées, c'est un message qui passe sur une voiture, un croisement de route, c'est un message sur une musique, c'est des petits clins d'œil qui confirment le choix d'un prénom. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, les parents reçoivent ce qu'ils sont prêts à recevoir. La médium, elle va recevoir plein de choses. Il y aura son filtre à elle. Et si elle dit avec euh, une assertivité, votre enfant vient pour ceci, vient pour faire travailler papa sur ce sujet-là, vient pour embêter les grands-parents, vient pour je dis n'importe quoi, mais vous voyez le sens. Ou vient pour être un grand scientifique, et puis en fait, il est nul en maths, et puis on va le forcer à faire des maths parce que on nous a dit qu'il devait être un scientifique. On va passer à côté enfin, les parents vont passer à côté de la magie de la rencontre avec l'enfant qui doit être sacrée, personne ne doit intervenir là-dessus. C'est une rencontre d'où tout va naître. Et vraiment, voilà, mon conseil, c'est n'allez pas consulter des médiums durant la grossesse. Laissez faire la magie de la vie. On va laisser les mamans, les parents avec cette belle intention, hein, Oui, hein. oui, Et tout à puis fait. on peut donc encore une fois que leur recommander votre beau livre, hein. Merci et bravo, Marie-Julia. Merci beaucoup, Christian, pour cette interview. Merci. Hein, merci à tous ceux qui vont nous écouter, hein. Et n'hésitez pas à témoigner. Dans le livre aussi, je mets un site internet que j'ai créé pour accompagner ce livre. Moi, je suis preneuse des témoignages divers et variés sur tous ces sujets, des expériences un peu exceptionnelles, communication avec le bébé ou autres, pour peut-être pouvoir aussi les mettre à la lumière un jour comme j'ai pu le faire ici. C'est important. Voilà, bah, le message est passé. Merci, Merci. Marie-Julia. Merci, Christian.